Donc déjà, j'espère qu'il n'y a pas de climato-sceptiques dans la salle. Faut pas hésiter à se lever, à partir peut-être, ou à rester. Ouais. Vous êtes trop nombreux. Et donc, voilà, c'est une conférence un peu particulière. Moi, je fais beaucoup de conférences sur la santé, beaucoup sur le jeûne, la physiologie, le jeûne avec les émotions, le jeûne même un peu spirituel, etc., mais surtout physiologique, donc la détoxination, la rénovation cellulaire, tous les différents processus mécaniques des différents systèmes du corps. Et puis là, ça va être différent. Ce soir, le but, c'est de faire quelque chose qui est moins, on va dire, physiologique, mais plus, je dirais, politique, entre guillemets, ou citoyen, au sens large. C'est-à-dire jeûner pour le climat. Alors ça paraît bizarre, dit comme ça, de jeûner pour le climat. On voit pas quel intérêt il y aurait à jeûner pour le climat. Qu'est-ce que ça va changer pour le climat? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Là, je vais essayer de faire quelque chose qui va tourner à peu près autour d'une demi-heure, un peu plus. Puis après, on prendra le temps pour échanger avec les apports, les remarques de chacun. Ce qui est utile déjà de préciser, c'est que c'est un mouvement qui est pas récent, qui date de 2013, donc à 5 ans. Au départ, c'était à l'initiative d'un Philippin, juste après le typhon qu'il y a eu en 2013, fin d'année 2013, en novembre, je crois. Yeb Sano, je crois, ce Philippin-là, il était délégué aux Nations Unies par le gouvernement philippin. Et voilà, c'est toujours pareil, l'hémisphère sud et surtout la partie, on va dire, pacifique, sont très touchés par les bouleversements climatiques avec la hausse de température, les déluges, et en protestation de ça, il a décidé de jeûner pendant 19 jours. Et en gros, jusqu'à temps que des résolutions ne soient pas prises à Varsovie, où il y avait la réunion des Nations Unies, pardon. Et donc, son message n'a pas été entendu directement par les Nations Unies, parce que ça, déjà, ça se saurait. Il y aurait des choses qui auraient été prises en compte. Par contre, des différentes ONG, différents responsables religieux ont entendu et se sont mobilisés. C'est des dizaines de pays où il y a différentes structures qui se sont accaparées. Et il y a un mouvement qui s'appelle Fasting for Climate, donc jeûner pour le climat en anglais, qui est né à ce moment-là. Et là, on va dire qu'il y a eu une vague de fonds qui a commencé à monter. C'est vraiment soutenu par les ONG et les religieux au départ, puis des écologistes ensuite. Et ça a donné naissance en 2014 à différents groupes dans des pays. En France, Yeb Sano est venu, a fait une conférence à laquelle a participé Nicolas Hulot, l'imam de Bordeaux, et différentes personnes de la communauté chrétienne, orthodoxe, catholique, protestants, et également juifs, et puis différents courants écologiques. Et puis après, des mouvements citoyens. Alors, c'est vrai que quand c'est porté par des célébrités ou des représentants de grandes causes, ça avance. Et le but, c'est que ça ne dure pas longtemps. L'intérêt, c'était de jeûner le premier jour de chaque mois, ensemble. Ça a commencé le 1er juillet 2014. Donc, Nicolas Hulot s'était engagé à jeûner aussi, au moins une fois. Et donc, c'était de sensibiliser les représentants politiques et d'apporter une aide solidaire aux peuples les plus touchés, les plus démunis. Alors je vais détailler plus loin, mais en gros c'était d'avoir un impact. Et un impact aussi sur notre consommation. Puisqu'on va voir que c'est la consommation alimentaire influe directement sur le changement climatique. Donc évidemment, jeûner, c'est se mettre en retrait de la nourriture, donc ça a forcément un impact direct et indirect, on va voir, sur le climat. Donc ça, c'était en 2014, c'est un peu retombé, 2014-2015, et là, cette année, en 2018, à l'occasion de la COP24, qui a lieu à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, donc 30 novembre, 1er et 2 décembre, on est dans la COP24, il y a une Alsacienne, une pasteur alsacienne, qui est Alexandra Gröking, qui a repris ce mouvement en main, et qui a contacté différentes personnes pour l'aider. Et donc, ce week-end, il y a 24 événements officielle autour de Jeûner pour le climat, et cette conférence est l'une des 24 initiatives citoyennes où chacun est invité à jeûner à sa manière. C'est-à-dire, là, nous, c'était pas très compliqué parce qu'on est en stage de jeûne, donc nous avons jeûné même, on a fait plus que notre part, on n'a pas jeûné un jour, on a jeûné 6-7 jours, donc voilà, on a pris la part de certaines autres personnes. Mais c'était par exemple, il y a un petit jeûne sur le site, vous avez un site Jeûner pour le climat.org, je crois. Et donc moi je disais que j'ai fait une conférence, et puis il y a un petit jeune qui a 16 ans, lui il était addict à la vidéo, il disait que lui il allait jeûner d'écran pendant 24 heures.
c'est simplement de dire, dans mon quotidien, quelque chose auquel je suis accro de manière consumériste, eh ben, je vais m'en mettre en retrait. Alors c'est soit des jeûnes qu'on fait en famille, soit des jeûnes qu'on fait avec une association, soit tout seul, soit dire je vais pas prendre ma voiture alors que je me déplace beaucoup. Voilà, c'est ce genre de... Si on peut pas jeûner ou si on se sent pas de jeûner, je dirais physiquement, eh ben, c'est au moins de participer à cette démarche de manière volontaire et active. Donc on repart pas de zéro mais presque. Pour ce mouvement-là, il me semble intéressant de savoir qu'on peut soutenir ce mouvement-là de différentes manières et pour différentes raisons. Alors la raison la plus évidente, c'est de connaître précisément l'impact de l'alimentation sur l'environnement, sur la modification climatique. Alors on parle de demi-degré, de degré, de 1,5 degré, de 2 degrés, ce qui paraît à notre échelle pas beaucoup. Donc cet été on était très content qu'il fasse beau, et là on n'est pas content qu'il n'y ait pas plu parce que les nappes sont taries. On voit qu'il n'y a pas trop de neige, enfin on se rend bien compte qu'il y a un bouleversement climatique. Et que nous, dans l'hémisphère nord, ça nous touche sur les récoltes, ça nous touche sur le fait, on va couper les stations de lavage, on va pas remplir autant les piscines qu'on voudrait. On est touché, mais va dire dans notre quotidien, c'est peu perceptible. Par contre, dans le sud, c'est très perceptible. Puisque là, ça va être montée des eaux, sécheresse, déluge, pluie torrentielle, ouragan. Voilà, pour aller de temps en temps à la Caraïbe, là, on sait que Météo France annonce l'année dernière, il y a eu des cyclones très forts. On sait que ceux qui vont venir d'Afrique vont être plus fréquents, plus puissants. Ça, voilà, ce sont les données météorologiques. Et donc, dans tout là, je parlais des Philippines, mais après, ça pourrait être, il y a eu également l'Indonésie qui a été touchée. Enfin, je vais pas faire le listing des dernières années. Et donc, quel est l'impact de cette alimentation ? On estime, en gros, que l'alimentation au niveau mondial, c'est entre 25 et 30% des effets de serre de la planète, les conséquences sur les effets de serre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alimentation ? C'est pas simplement la production, c'est également le transport, c'est la consommation, et c'est tout ce qui est associé à côté, réchauffé, réfrigéré, etc., etc. Dans le monde, 40% des terres cultivées, des terres émergées, de la surface émergée plutôt, est consacrée à l'agriculture. En France, c'est 54%. Et sur ces 54%, 95% de l'agriculture est non biologique. C'est-à-dire, on va utiliser des pesticides, des engrais, des fongicides, des herbicides, des facteurs de croissance, etc., etc. Et on va utiliser du matériel agricole, des moissonneuses, des tracteurs, etc., des batteuses, des faucheuses, des herses, toutes ces choses-là. On va chauffer des hangars pour stocker. Évidemment, on va pulvériser les arbres fruitiers, enfin rien n'y épargne. Et puis on va également élever du bétail pour la consommation d'animaux. Alors pas que du bétail, mais je parle de bétail parce que c'est ce qui consomme le plus d'énergie. Par exemple, on sait que pour produire 1 kg de bœuf, je détaillerai un peu plus sur l'eau tout à l'heure, 1 kg de bœuf, c'est 50 000 litres d'eau. Et donc, ces bœufs-là, il faut par exemple, à l'hiver, on les rentre, on les sort des prés, puis on les nourrit avec du fourrage, de l'ensilage, des tourteaux, etc. Donc il faut chauffer les hangars, il faut les éclairer, donc ça demande de la consommation, puis ensuite il faut transporter ces bêtes-là à l'abattoir, donc avec des camions qui traversent la France, suivant d'où elles viennent. La structure d'abattoir prend également de l'énergie, on doit chauffer, on doit réfrigérer. Tout ce processus-là consomme énormément d'énergie différente. Et puis après, il y a les poulets en batterie, il y a les agneaux, il y a toutes les espèces animales qu'on peut consommer entre guillemets. Alors c'est pour ça qu'on dit souvent que le régime omnivore, celui où on va manger des produits animaux, consomme le plus de réserves énergétiques. C'est vrai, simplement quand on regarde on va dire le kilo de bœuf, 50 000 litres d'eau, par rapport au kilo de grain, où c'est entre 500 et 2000 litres. Mais il faut être aussi lucide sur l'impact environnemental des gens qui peuvent consommer beaucoup de végétaux de manière non biologique. Parce que, par exemple, un pommier, c'est 45, 50, 55 pulvérisations par an. Tous les petits fruits, les baies, sont ainsi logés à la même enseigne. Le maraîchage, c'est la même chose. Il va falloir chauffer des serres chauffées, faire marcher des machines agricoles pour récolter, etc.
Donc je dirais que l'ensemble de la production alimentaire est touché. Évidemment, plus on va vers la production animale, plus déjà il faut nourrir l'animal, arroser l'alimentation qui va nourrir l'animal, etc. Donc plus on va vers quelque chose où c'est une consommation indirecte, plus c'est élevé. Et puis ensuite il y a le transport des fruits et des légumes. Donc si on mange, eh bien par exemple, je sais pas, des merveilleuses mangues, je parlais de la Caraïbe, des kiwis de Nouvelle-Zélande, etc. Ben on les amène tantôt par bateau, tantôt par avion. Donc ça a un impact carbone direct. Et puis dans tout cela, il y a évidemment le transport même dans nos simples régions, ou avec des camions réfrigérés, etc. etc. Donc ça a un impact énorme. Ça a un impact sur l'air, avec les pesticides, les herbicides, les fongicides, donc ça sur l'air, avec les moyens de transport, donc les bateaux, là, les immenses paquebots, les tankers, plus l'avion. Ça a un impact également sur la terre, évidemment qu'on l'a détruit avec tout ce qu'on bombarde comme agents chimiques. Ça a un impact sur la terre aussi via la forêt, puisqu'on doit déforester pour produire plus, donc mettre des champs. Et ça a un impact sur l'eau, parce qu'évidemment, tous les polluants se retrouvent dans les nappes phréatiques. Et puis donc, on va avoir recours à des usines de retraitement qui consomment de l'énergie, qui augmentent le coût, etc., en construction, en matériaux. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de global. Quand on parle d'impact de l'alimentation sur le climat, c'est toutes ces données-là en compte. Donc l'air, la terre, et l'eau, et évidemment la forêt. Alors c'est pas exhaustif ce que je dis, mais l'eau, on se rend bien compte que là il y a un problème. De cultiver autant de grains céréaliers, et que ce soit pour la consommation humaine directe ou pour les animaux qui vont le manger, ça demande énormément de ressources. Donc là on est en train de voir, pour faire d'énormes bassins de récupération d'eau, qui détruisent complètement l'environnement aussi, ça devient une lutte. Et on ne sait pas comment répartir de manière juste. Est-ce qu'on garde l'eau pour la consommation directe d'eau ou indirecte via l'alimentation? C'est un enjeu énorme. Je dirais, on y a mal réfléchi, et c'est un honte collectif, puisque là, on n'a pas de solution. On est face au problème sans réelle solution. Et donc, voilà, c'est d'avoir au moins, c'est de jeûner pour le climat, c'est de dire aux dirigeants, nous ne sommes pas insensibles à cette question qui est sans réponse. C'est un appel, de dire, nous citoyens, nous pouvons avoir la volonté de soutenir une initiative, voire de l'accompagner concrètement de manière locale, selon nos petits moyens, mais en tout cas, il faut que quelque chose soit fait. Et il y a une espèce d'atonie très lente, c'est-à-dire, par exemple, là je parlais de la COP24, qui a lieu ce week-end, la COP21, elle a accouché de quoi? Pas grand-chose. Et donc, on attend les effets, donc c'est beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de promesses, comme en campagne électorale, sauf que nous, on n'est pas là pour entendre des promesses, on entend, et quand je dis c'est un on citoyen, des mesures très précises, très concrètes, qui impactent notre quotidien. Autrement que par le fait de ne pas pouvoir laver sa voiture à la station de lavage ou de ne pas pouvoir remplir sa piscine. Quelque chose de très direct, parce qu'on voit bien qu'il y a une problématique. Et donc, évidemment, on voit bien, l'actualité est assez brûlante au niveau écologique, puisque le ministre de l'écologie de la République française, il y a encore quelques mois, Nicolas Hulot, a démissionné, en avouant sur France Inter son impuissance totale, en appliquant clairement les lobbies. Donc, c'est-à-dire l'économie capitaliste. Donc, ce qui fait produire et consommer. Et donc, il y a un mouvement antagoniste qui n'est pas conciliable. Avec d'un côté une hyperproduction et une hyperconsommation qui est stimulée, et de l'autre part, justement, d'essayer de revenir à la réserve. C'est pour ça que quand on jeûne pour le climat, ça paraît bête, mais c'est un acte de rébellion énorme dans le modèle économique dans lequel on vit. Parce que souvent, on entend le fait de dire aujourd'hui, c'est la journée zéro consommation, comme il y a eu samedi, il y a, je sais plus, une semaine ou 2 semaines, 2 semaines. Mais les placards sont pleins. Donc la consommation a été faite, donc c'est-à-dire on va quand même consommer, on va dire aujourd'hui je vais pas à Intermarché, à Leclerc ou à Cora, ou je sais pas, à Lidl ou Carrefour, mais j'ai suffisamment de réserves dans le frigo, dans le congèle et dans les placards pour manger. Tandis que lorsqu'on décide de jeûner, là c'est de la vraie non-consommation. Et là c'est gênant. Enfin c'est gênant. C'est gênant pour le système auquel on participe. Si on décidait de jeûner
comme c'est recommandé par ce mouvement-là, mais après vous avez compris que c'est très ouvert et c'est à la liberté de chacun, si on jeûne le premier jour de chaque mois, c'est 12 jours dans l'année où on ne consomme pas. On va juste boire de l'eau, éventuellement des tisanes, voilà, Et donc là, il y a un vrai impact, parce qu'on s'y multiplie par des centaines de milliers de personnes, ça représente des centaines de milliers d'actes de consommation. Donc ça, c'est important de le noter. Quand on parle de jeûne pour le climat, on dit qu'est-ce que ça va changer? Et c'est toujours pareil, hein, je ne vais pas reprendre la métaphore du colibri. Hein. Un petit jeûne dans son coin, ça paraît pas grand-chose. Par contre, de manière générale, ça fait beaucoup. C'est comme si toutes les villes de France éteignent les lumières dans les centres-villes la nuit. À la fin de l'année, ça va faire un sacré paquet de kilowatts. C'est ce genre de petites choses qui permettent d'être actif. Et puis surtout, ça permet d'être conscient de ce qu'est manger. Et on n'a jamais autant conscient de ce qu'est la nourriture que lorsqu'on se met en retrait de nourriture. Quand on a la vraie faim, on est heureux de manger. Et c'est un acte solidaire aussi pour celui qui ne peut pas manger et qui est touché directement par le dérèglement climatique. Parce que sa maigre pitance, il l'a de ses récoltes, et si elle s'est balayée par un déluge, il n'y a rien. Que ça soit en Inde, que ça soit en Asie du Sud-Est, dans le Pacifique, voire en Amérique du Sud aussi, il n'y a pas les systèmes de compensation, d'équilibre et de remboursement et d'assurance tels qu'on peut les avoir, qui sont bien maigrelés d'ailleurs, mais c'est un problème. Et donc, il ne faut pas se le cacher, nous avons des situations de nantis privilégiées. Sur 7 milliards d'individus, il y en a 1 milliard qui ne mangent pas à leur faim tous les jours, ou ça c'est la façon de dire polie, de dire ils meurent de faim. Donc, c'est pas non plus de se flageller avec mauvaise conscience, on dit moi je mange à ma faim et puis pas lui, mais en jeûnant, il y a des fois des personnes qui me disent mais c'est jeûner, c'est par rapport à des gens qu'on se faim, c'est un peu de la charité. Et la chose inverse qu'on pourrait répondre, c'est que au moins on sait ce que c'est que d'avoir faim, mais sans fausse bonne conscience. Et Joanne Razanamae, qui est la compagne du docteur Christian Tatchaler, elle est malgache. Et donc elle a vécu à Madagascar, elle connaît très bien la situation de Madagascar, qui est une île extrêmement pauvre, extrêmement pauvre, qui est pressurisée, parce que les ports n'appartiennent pas aux malgaches, mais à des grandes multinationales. On passe un bonjour amical à M. Bolloré, d'ailleurs, parce que rien n'entre et ne sort de Madagascar sans l'accord de M. Bolloré. Donc ça s'appelle une ingérence économique puissante, donc les enfants meurent de faim, et elle, qui pratique le jeûne, demande aux malgaches de jeûner aussi, ce n'est pas antagoniste. Donc il y a des gens qui lui rétorquent que c'est violent de faire jeûner des gens qui meurent de faim. Elle dit que ça n'empêche pas les problèmes de santé, ça n'empêche pas le fait qu'il y a quand même une physiologie positive, et que de faire une démarche pédagogique. Il ne faut pas cloisonner systématiquement les choses. Parce qu'on peut jeûner pour différentes raisons, on peut jeûner pour sa santé, on peut jeûner religieusement, on peut jeûner pour gérer ses émotions, comme le propose justement le docteur Christian Tatchaler, on peut jeûner pour préparer des performances sportives, et donc on peut jeûner aussi pour le climat. Le jeûne, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Et donc, dans jeûner pour le climat, c'est s'approprier cet outil qu'est le jeûne pour en faire ce qu'on veut. Si on veut faire un acte militant, si on veut faire un acte citoyen, si on veut faire un acte de reconnaissance de l'autre dans sa souffrance, on peut l'utiliser comme ça, puis c'est aussi une façon de protester contre la société de consommation qui survend, et dans cette survente, on ne peut pas passer à côté le fait qu'il y a un gaspillage phénoménal au niveau alimentaire. On est au niveau gaspillage, hein, ce sont les chiffres officiels, entre 30 et 50% de gaspillage de ce qui est produit en France. Et donc il faut se sortir de la tête, parce qu'on est tellement dans une logique folle de dire demain, en 2050, on sera 9 milliards. Oui, ça tout le monde le sait, à moins qu'un cataclysme. Ça, ce sont les prévisions. Comment on va faire pour nourrir la planète? Parce que des gens n'arrivent pas à la nourrir parce qu'il y en a qu'on faim. Alors, tous les chiffres de la FAO, dans la branche à l'agriculture de l'ONU, montrent que dans tous les pays, il y a des productions excédentaires, même en Afrique. En Europe, je crois qu'on est à 27%, en Afrique, c'est à 8%. Quel est le problème? Le gaspillage, pour tout un tas de raisons, perte dans les transports, vous le voyez, hein, les poubelles qui sont remplies de choses consommables dans lesquelles on balance de l'eau de javel, enfin ça on en jette, vous allez dans n'importe quelle poubelle, de n'importe quel supermarché, y compris
des magasins bio, vous trouverez cela. Hein. Et puis, simplement parce que tout le monde, il y en a qui mangent 3 fois la part de l'autre. Donc, on arrive à l'hérésie totale, que sur 7 milliards d'individus, l'hémisphère nord, pour schématiser, meurt de maladies dites de civilisation, qui sont des maladies d'excès, d'encrassement, et que l'hémisphère sud meurt de maladies de carence. La réalité aujourd'hui, elle est celle-là. On appelle les maladies modernes les maladies de civilisation. Et ce n'est ni plus ni moins que des maladies où il y a un excès de toxines, un déséquilibre acido-basique phénoménal, donc là je renfile le costume de naturopathe, qui fait qu'on est pléthorique. Et donc, on va déclencher tout un tas de réactions maladives, d'obésité morbide. D'ailleurs, on relève l'IMC pour rassurer les gens dans leur état sanitaire. On arrive à quelque chose de complètement déconnant. Et donc, dans cette logique-là, encore une fois, le but c'est pas de culpabiliser, c'est simplement de voir une chose globale, parce qu'on est tous pris dedans. On est tous pris dans un rythme où on allume un média, il va y avoir de la nourriture qui est vendue à la radio, à la télé, dans les pop-up internet, enfin, quel que soit les pubs avant les cinémas, j'en parle même pas. En prenant simplement le ticket de cinéma, on va avoir les pop-corn, les M&M's, les boissons soda, les sucres, c'est tout le temps, partout, tout le temps. Où qu'on aille dans la rue, il y a de la nourriture à disposition, pas pour nos besoins, pour notre plaisir et nos envies. Et puis qui se conserve des mois et des années dans les canettes. Et donc jeûner pour le climat, c'est se dire, stop, j'ai les réserves graisseuses là, un peu partout, pour me permettre, une journée par mois par exemple, de me mettre en retrait de ce mode-là, et de repenser mon acte de consommation. De faire aussi, et puis le temps que je vais pas faire à faire mes courses, à cuisiner, à manger, à quoi je peux le mettre à profit? Ça, chacun peut le faire, c'est-à-dire d'être un peu plus en conscience avec soi-même, avec le monde qui nous entoure, d'essayer peut-être de donner du temps à une association, j'en sais rien, enfin peu importe, ça c'est chacun fait ses affaires, c'est même pas des exemples que je donne là, c'est mais au moins d'avoir une réflexion puis de se dire comment moi dans mon quotidien je peux agir. Et là la question elle est d'une actualité brûlante parce que j'ai vu qu'il y avait des revendications des gilets jaunes, une des premières c'était donner à manger aux SDF. Eh bien, dans les différentes religions, quand il s'agit de faire le carême ou le ramadan, la part qu'on mange pas, on la stocke pas, on la donne aux pauvres. Et donc peut-être aussi comme action, on peut se dire, là, ce que je vais pas manger ce jour-là où je jeûne, je vais te donner à la banque alimentaire, je vais te donner au Resto du Cœur, que sais-je. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire, je vais pas épargner cette nourriture-là si je n'en ai pas le besoin, mais je vais la donner. Et à la fin de l'année, on a nourri une personne pendant 12 jours. Et donc, ça peut être des exemples comme ça. C'est des choses quotidiennes, très simples, et qui nous font reconsidérer les choses. Alors, on repart de quelque chose d'embryonnaire, là, avec cette COP24 et ce mouvement Jeûner pour le climat. Je répète encore, c'est reparti de quelque chose de religieux, mais il faut vraiment le voir comme quelque chose qui est ouvert aux citoyens. Simplement, les religions sont plus sensibles à la notion d'aumône, à la notion de jeûne et à la notion de conscience collective. Donc ça repart souvent de là, mais le but c'est que les écologistes et les citoyens que nous sommes s'approprient ce message-là et le diffusion. Et encore une fois, on n'est même pas obligé de manger pour la nourriture, simplement de se dire « je participe à mon niveau à un effort global pour le climat qui est en train de dégénérer » et je pense que les appels des scientifiques sont suffisamment nombreux ces derniers mois et ces dernières années pour qu'il y ait presque un consensus sur le fait qu'il faut agir tout de suite. Et je pense que le sens de la démission de Nicolas Hulot, c'était de provoquer un électrochoc. Bon, c'est pas... on dirait qu'il a provoqué un électrochoc sur une bête morte il y a 2 mois. Ça n'a pas fait grand-chose. Mais... peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'il va sortir un livre, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a plusieurs signaux qui les clignotent, qui nous indiquent qu'il y a des problèmes. Vous avez des personnalités comme Vincent Barrault qui témoignent. Vous avez Cyril Dion, lui qui appelle à une mobilisation citoyenne. Là, il y a son film Après-demain, qui est en salle actuellement au cinéma et qui va bientôt passer sur France 2. Donc
le film Demain, sorti il y a quelques années avec Mélanie Laurent, dressait un constat des problématiques actuelles, et là, après-demain, c'est des solutions. Et ben, il y a quand même pas mal d'initiatives, et le but, c'est aussi de les soutenir en parlant, en partageant. Vous avez différents youtubeurs, parce que c'est la mode, qui essaient de toucher les jeunes et qui font des choses pour le climat. Ben, j'ai vu là récemment, il y a 2 semaines, beaucoup se mobilisaient des youtubeurs favoris des jeunes pour nettoyer des quartiers de Paris. Ils invitaient les personnes qui les suivent sur leur chaîne à venir ramasser des déchets. Et ça prend. Et donc c'est aux gens qui sont leaders d'opinion de s'approprier. Par exemple, Jeunet pour le climat, vous avez Alexandre Jolien qui a signé l'appel, Emmanuel Carrère, l'écrivain, vous avez la personne responsable du Secours catholique. Donc cet engagement annoncé par des leaders d'opinion qui demandent à être suivis, et le but c'est que ça fasse comme une vague de fond pour communiquer au moins sur le climat. Sur cette évidence-là, avec des gestes citoyens très simples. C'est toujours pareil, ça va être aussi aux gens de se mobiliser. Alors, il y a plein de raisons, encore une fois, c'est très ouvert. Moi, ce mouvement-là, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il n'est pas dogmatique. C'est pas « il faut jeûner, et ceux qui ne jeûnent pas, c'est nul ». C'est un idéal, c'est de jeûner de nourriture. Encore une fois, ça peut être jeûner médiatiquement, ça peut être se dire « tiens, bah là, je vais rester tranquille chez moi, puis avec les enfants, on va peut-être faire des jeux autour du climat, de la planète, pour leur montrer les beaux côtés. On va regarder des documentaires, j'en sais rien, regarder un atlas du monde, peu importe que sais-je. C'est le premier jour de chaque mois, de mettre une conscience écologique, citoyenne, en faveur du climat. Ce débat qui n'a pas lieu publiquement, il faut le dire, il faut essayer de l'instaurer à plus petite échelle, peut-être entre particuliers. Et je trouve que notre rapport à la nourriture, beaucoup basé sur le plaisir, peut être une opportunité aussi d'amener des prises de conscience, des modifications d'habitudes en faveur d'une meilleure action sur le climat. Alors évidemment, il faut que ça soit suivi. Là, pour l'instant, il y a 22 pays des représentants de 22 pays qui se sont engagés directement en faveur de Fasting for Climate, des gens de tous horizons, des pays en Afrique, enfin sur tous les continents, il y a des mouvements. En France, là, il a été repris là, début 2018. Vous avez différents sites qui relaient, par exemple le site Monsieur Mondialisation, qui est connu, qui relaie ces infos-là. J'essaye à ma mesure, à travers mon implication pour le jeûne, que ce soit dans les conférences, dans les stages et dans le documentaire que je suis en train de faire, d'essayer d'instiller aussi une dynamique. J'invite d'ailleurs tous les gens qui aiment le jeûne à parler aussi, pas que, encore une fois, au niveau santé, pas que en tant que facteur de guérison, mais sur implication totale. Nous sommes le microcosme d'un macrocosme. Un corps malade est peut-être le fruit d'un environnement, d'un monde et d'une société malade. Donc en agissant à une échelle microcosmique, peut-être qu'on peut toucher un macrocosme derrière tout ça. Alors des chiffres, on pourrait en sortir tout un tas. Honnêtement, je pense qu'on les connaît tous. Il y a suffisamment d'informations dans les médias, des prises de parole, des ras-le-bol, pour qu'on sache où on en est. Souvent on me pose la question, pourquoi faire de la prévention pour la santé ? Et pourquoi en fait on sait tant de choses sur la santé, parce que maintenant vous ouvrez n'importe quel magazine, vous trouvez des choses sur la santé, pourquoi les gens sont informés, ils font pas ? Et ma réponse est souvent parce qu'on n'est pas encore assez près du mur. Et donc après, quand il y a des analyses de sang ou des radiographies, des IRM, des imageries vidéo, si j'avais su. Mais on l'avait tous, l'information. Et là, ce qui serait dommage, alors, c'est beaucoup plus facile de travailler sur une petite entité comme un individu que sur une échelle gigantesque comme la planète. Et ce qui serait horrible, c'est de se dire, si on avait su. Alors ça fait, j'ai 37 ans, ça fait que faire ça, quoi, les informations. Ça clignotait orange, léger, orange un peu plus foncé, rouge, et maintenant c'est fuchsia de partout.
Et là, nous sommes fin novembre, début décembre. Mes souvenirs d'enfant d'il y a 25 ans, c'est pas vieux 25 ans, c'est un quart de siècle seulement, c'était de l'avoir donné jusque-là et d'être tout heureux de ne pas pouvoir aller à l'école parce que le bus pouvait pas passer. Et là, je viens de changer mes pneus, il m'est même pas venu à l'idée de mettre des pneus neige. Voilà. Donc ça fait un acte citoyen, je consomme moins de pneus. C'est un peu l'ironie, mais voilà, il y a plus de neige, quoi. Il y a plus de problème de circulation parce qu'il y a plus de neige. Et moi, je me souviens que c'était vraiment donc c'est des petites choses comme ça qui mettent en alerte, de se dire, tiens, cet été, ça a été caniculaire, on est content, on se baigne. Moi, j'ai été dans les lacs de Jura quasiment tous les jours, mais quand on sort de l'eau, il y a un arrière-goût pas très agréable, en fait, au petit moment de plaisir qu'on vient d'avoir. Parce qu'on sait que on est déjà en train de le payer. On est vraiment déjà en train de le payer. Donc, c'est vraiment cette réflexion-là qu'il faut avoir sur des petites choses, sur les apportations beaucoup, donc évidemment les solutions sur l'alimentation, hormis le jeûne, on ne va pas jeûner toute sa vie, manger le plus végétal, le plus local, le plus frais, stocker moins longtemps, essayer de faire des achats groupés, ces gestes-là de consommer frais et local, ça a un impact énorme sur la planète et sur le climat. D'essayer d'être autonome le plus possible en alimentation, mais même en mettant un petit bac sur sa jardinière, un petit pré. Là, vous avez la commune où j'habite, ont proposé des vergers et des jardins partagés. Donc, ils ont créé des parcelles entre citoyens. Voilà, ce sont des choses qui paraissent anodines, mais qui ont du sens et qui envoient un message aussi aux jeunes générations. Parce que si on leur apprend que laisser un papier traîner par terre, que jeter des mégots, c'est normal et c'est tolérable, un mégot, ça pollue 1 m3 d'eau. Tout simplement. Et toutes ces petites choses-là, on va dire l'enfant, il n'est pas mauvais au fond, mais si il voit que personne ne réagit sur cet acte-là, le mégot de cigarette, il est aussi le nôtre si on ne le ramasse pas. Et pareil, quand on va se promener en forêt, toujours avoir un petit sac en plastique, parce qu'on est heureux qu'il y ait des chemins tracés par des associations, pour que ça soit bien balisé. Et puis c'est vrai qu'il y a des animaux qui ne sont pas des sangliers ou des chevreuils, qui vont laisser des choses dégueulasses, des canettes. On essaye de faire notre part, il y a des gens qui se groupent, pour essayer de rendre propres les endroits qu'on aime. Et puis je pense qu'on aime tous à peu près la planète sur laquelle on vit, parce qu'on est heureux de voyager, à petite échelle ou à grande échelle. Et bon, là, il y a le bateau là, qui est censé nettoyer énormément le Pacifique. Mais la cause fondamentale, c'est comme si on fait un jeûne là, si derrière on commence à mal remanger, il faudra rejeûner. Donc il faudra faire pas un bateau, mais 2 bateaux, mais 3 bateaux, mais 4 bateaux qui vont polluer, etc. Et c'est vraiment de partir sur un schéma d'éducation. Et puis, si on est parti tout à l'heure de l'Asie, il faut se rendre compte aussi que c'est un continent émergent, sans ethnocentrisme mal placé. Et donc, du coup, vont copier par mimétisme réflexe nos actes de consommation et d'habitude. Donc, si nous sommes sales dans notre façon de vivre, il n'y a aucune raison pour que les pays qui se trouvent aux antipodes de nous-mêmes se comportent différemment. Alors, culturellement, au Japon, c'est inacceptable. Mais par exemple, en Chine, c'est catastrophique. Donc, tout le monde n'a pas la même société, tout le monde n'a pas la même culture, et c'est pas de dire l'un est supérieur à l'autre, c'est à chacun de participer à sa propre éducation, et puis d'essayer de toucher son environnement, et à plus forte raison, les enfants. Donc voilà, ça fait au moins un petit message d'espoir. Je répète, visitez le site Jeûner pour le climat. Toutes les initiatives sont décrites, et puis faites circuler, regardez aussi sur Facebook les événements, au moins d'agir en solidarité avec la planète, avec celui qui souffre de la faim par le dérèglement climatique, c'est se mettre en empathie en fait. C'est simplement se mettre en empathie, puis en résonance avec le monde, de se dire, j'ai la chance d'être privilégié, j'ai la chance de ne pas subir les effets de la faim, j'ai la chance de ne pas subir les effets encore trop violents du climat, je fais un petit peu ma part, encore une fois, sans fausse bonne conscience. On sait tous si ça résonne ou pas en nous. Moi, on peut me dire ce qu'on veut en me disant t'achètes ta conscience en jeûnant une journée. Personne ne sait pourquoi je le fais. Et je le fais.
Donc c'est déjà une chose, chacun à sa mesure, au moins s'il a conscience d'évoluer dans un monde dans lequel on est tous embarqués, s'il y a un dérèglement climatique, tout le monde est pris, et de se dire la souffrance de l'un, peut-être que ça sera la mienne demain, et donc c'est d'alerter les dirigeants, les nôtres, et ceux au niveau mondial, qu'on ne souhaite pas non plus être soumis à la fatalité et l'arbitraire. Voilà, merci à vous de l'attention, et puis on peut prendre un petit moment pour échanger, voir